Salut à tous et bienvenue sur Casa Milan, victoire 2-1 du Milan sur le terrain d'Udine cet après-midi, but de caissier sur passe en retrait de Zlatan à la 18e minute, égalisation de De Paul sur penalty à la 48e et c'est Zlatan à la 83e qui scelle la victoire milanaise d'un retourné juste devant le gardien. J'accueille pour en discuter Roland et Aristide, salut à vous. Bonjour. Bonjour. Dis-moi Roland, c'est un rythme de champion, un match pas extraordinaire certes, mais les points sont là et le Milan finalement n'a concédé que 2 points la semaine dernière contre la Roma. C'est pas mal pour un début de saison. Oui, c'est vrai que moi je suis agréablement surpris de ce qu'on produit en ce moment, de manière générale depuis le début de la saison. Aujourd'hui, on a vu on n'a pas fait un bon match, je pense. On détaillera après, mais on n'a pas fait un bon match. C'est sans doute lié à l'adversaire du jour, l'Udinese, et qui nous réussit rarement, où c'est toujours des matchs assez accrochés, assez compliqués. On peut parler de l'horaire aussi, midi et demi, qui nous réussit assez rarement. Je crois qu'on doit être à peine à l'équilibre avec, ça doit être quelque chose comme 7 victoires, 7 matchs nuls et 7 défaites depuis qu'il y a des matchs à midi et demi. Donc là, on s'en sort bien pour une fois, surtout dans ces circonstances-là. Je trouve que ça devient intéressant dans la mesure où ces matchs-là, on l'a déjà dit à plusieurs reprises dans les émissions précédentes, mais c'est le genre de match qu'on n'aurait pas forcément gagné les autres années, loin de là. Donc agréablement surpris, oui, de ce qui se produit depuis le début de la saison. Et finalement satisfait parce que si on veut aller loin, c'est-à-dire attraper une des 4 premières places du classement pour jouer avec des champions l'année prochaine, on doit arriver à gagner ce genre de rencontre et gagner en étant pas très bon, bah, ça fait partie du jeu, surtout avec les matchs qui s'enchaînent cette saison entre le championnat et l'Europa League. Pour l'instant, ça nous réussit. Pioli arrive à faire relativement tourner son effectif pour les matchs du jeudi soir, comme on l'a encore vu cette semaine. Tous les joueurs sont, comment dire, tous les joueurs sont impliqués. Certes, on a un 11 qui semble se dégager, un 11 titulaire, mais tout le monde arrive à contribuer à son niveau et je trouve ça intéressant. C'est plaisant, c'est plus une torture entre guillemets de regarder les matchs du Milan. On a un peu de certitude. Moi, je trouve qu'on a finalement maintenant on a envie de voir le Milan et c'est d'autant plus appréciable puisqu'on peut faire des émissions un peu moins moroses que par le passé. Oui, c'est vrai, on se répète un petit peu moins, ou alors on se répète, mais positivement, donc ça change un petit peu. Et c'est vrai qu'il y a un effectif avec des joueurs, comme tu le dis, il faut le souligner, hein, qui répondent présents le jeudi, d'autres le dimanche, donc pour l'instant ça tourne. On a gagné le derby, hein, donc on gagne pas que des petits matchs. Bon, donc c'est appréciable aussi. Et Aristide, le Milan a quelques atouts dans sa manche. Il y a Zlatan, évidemment, qui effectivement parachève cette victoire. Peut-être que sans lui, on le gagne pas une nouvelle fois, hein, et qui donne une confiance supplémentaire, un supplément d'âme sans doute à cette équipe. Mais il y a une sérénité certainement qu'on n'avait pas par le passé, malgré quelques approximations sur lesquelles on reviendra. Qu'as-tu pensé de ce match? Ça va être compliqué de rebondir sur ce que Roland a dit, parce que Roland a fait effectivement un résumé très complet de ce match. Pour répondre à ta question, oui, je te confirme que l'année dernière, on le gagne pas ce match. D'ailleurs, l'année dernière, sur le terrain d'Udine, on a perdu 1-0, hein. Et puis l'année dernière, ce genre de match, quand on ouvre le score et puis qu'on se fait rejoindre comme ça, c'était un match ces dernières années qu'on avait l'habitude soit de perdre ou de faire match nul, mais jamais on pouvait rebondir. Et là, ce qui est intéressant en plus, c'est qu'en seconde mi-temps, on a vraiment forcé nos actions. J'ai trouvé qu'on avait perdu un peu notre jeu en seconde mi-temps, là où Zlatan arrivait un peu moins à peser sur les défenses. On forçait un peu trop les 1-2 dans l'axe, un peu téléphoné ou très compliqué, et ça n'a pas fonctionné. Et malgré ça, on arrive quand même à gagner ce match. Alors, ça, c'est un peu la force des champions. Alors, des champions, je parle pas de Milan champion, attention, hein, entendons-nous, mais la force disons, des équipes, des grandes équipes, enfin, du moins en ce moment, c'est vrai que même aujourd'hui, quand on est fatigué avec l'Europa League, quand on fait un match en demi-teinte, on arrive quand même à le gagner. Alors c'est vrai que dès la 20e minute, on mène 1-0 sur un super but de caissier. Et à ce moment-là, je me suis dit que le plus dur était fait. Parce que ce genre de match, quand on voyait dès la 5 ou 10e minute l'Udinese, où l'attaquant était en position de milieu de terrain et tout le monde défendait en bloc à 11, je me suis dit que le plus dur allait être d'ouvrir le score. On a réussi le score assez tôt et finalement, après, on s'est compliqué la vie en arrêtant de jouer. La faute de Romagnoli, après, les relance complètement alors qu'elle n'était pas nécessaire. Et puis ensuite, on a quand même bafouillé notre football et finalement, on y arrive. Donc non, c'est une super nouvelle. C'est un match qu'on n'aurait jamais gagné l'année dernière. Et puis on enchaîne et je trouve ça génial.
Oui, on va rappeler parce qu'il faut préciser quand même cette faute de Romagnoli qu'il s'agit du penalty provoqué par Romagnoli à la 48e, faute bête, indigne de son niveau, enfin du Romagnoli qu'on a connu, qu'on a du mal à retrouver d'ailleurs, qui revient de blessure, on va le rappeler, mais bon, qui sort d'une saison en demi-teinte et qui va devoir retrouver son niveau d'il y a 18 mois rapidement, s'il retrouve évidemment son niveau d'il y a 18 mois, il mettra tout le monde d'accord, mais je vais rappeler quand même les occasions, parce qu'il n'y en a pas eu tant que ça, et on a à la 10e minute un bon centre de Léao pour Saelemaekers qui ne peut pas reprendre correctement le ballon, une frappe de Zlatan repoussée par Musso à la 40e, c'est à peu près tout ce que je note de concret côté milanais, et sinon côté Udinese, je note à la 23e minute une perte de balle de Kessié dont Deulofeu n'arrive pas à profiter, ça aurait pu faire là une balle de but côté Udinese, mais Roland sinon il s'est pas passé grand chose, on peut pas dire que ce match a été très animé, et je trouve que globalement, bon alors on gagne, on est heureux bien sûr, mais enfin il faut quand même dire que les milieux milanais étaient peut-être un petit peu moins inspirés que d'habitude, c'était plus difficile de mettre les attaquants dans de bonnes conditions. Là-dessus, je suis pas forcément d'accord. Moi, j'avais trouvé Benasser je trouvais que Benasser faisait encore un très gros match aujourd'hui. Oui, oui, D'ailleurs, bien sûr, mais les occasions, j'avoue Roland, que très peu d'occasions. oui, bien sûr. Non, mais les matchs, je pense que nos deux milieux n'ont pas été trop mauvais, mais on a eu tout de même beaucoup de mal, effectivement, à se faire des occasions, parce que comme le disait Aristip, au bout de 5 minutes, l'Udinese, c'était 11 joueurs dans sa propre moitié de terrain, dans ses 30 derniers mètres même. C'était très compliqué. Et, mais en même temps, j'ai pas eu, en tout cas sur la première période, et même avant le but, pour être plus précis, j'avais le sentiment qu'on pouvait se défaire de ce bloc très bas de l'Udinese, parce que j'ai l'impression qu'on a maintenant une certaine force, on a des idées un peu, alors c'était plus compliqué pour certains joueurs aujourd'hui, mais on a des idées, on a quelques certitudes, ce qui est quand même assez rare depuis plusieurs saisons maintenant. Et je me suis pas inquiété outre mesure. Moi, ce qui m'a inquiété, c'est que on a très vite, après l'ouverture du score, on s'est arrêté de jouer en fait. Ça, c'est un de nos grands mots des dernières années. On a beaucoup l'habitude de s'arrêter de jouer dès lors qu'on mène au score, ou même parfois lorsqu'on a eu que quelques occasions. Ce match, c'est pas là un match référence, loin de là, pardon. Je pense que si Ibrahimovic nous avait pas donné la victoire à la fin, on aurait pu dire que c'était sans doute le plus mauvais match du Milan depuis la reprise du championnat en juin 2020. On avait eu le match, si je me souviens bien, ça devait être contre la Spal qui avait dû se jouer d'ailleurs aussi à midi et demi. On avait dû faire 2-2 en marquant dans le temps additionnel, en égalisant dans le temps additionnel. C'était vraiment une rencontre qui n'était pas au niveau du reste de ce qu'on avait produit par la suite. Là, on fait à nouveau un match pas très bon, pas très enthousiasmant, mais on s'en sort bien et je pense que c'est l'essentiel. Alors, on aura à redire, je pense, sur certaines individualités aujourd'hui, notamment Romagnoli, effectivement. Mais voilà, moi, je suis relativement serein. On me reproche souvent mes excès de pessimisme, que j'appelle plutôt, en ce qui me concerne, du réalisme. Ça fait quelques années que j'ai appris à ne pas m'enflammer avec cette équipe. Mais on a les 3 points, on est toujours en tête du championnat, on est en tête de notre groupe d'Europa League, on en saura plus jeudi après avoir joué contre Lille. Pour l'instant, moi je suis satisfait et si on doit passer par ce genre de match comme on a eu aujourd'hui pour bien figurer en fin de saison, ça me dérange pas particulièrement. Aristide veut réagir. Oui, juste rebondir sur ta question, MJ. Pour moi, le double pivot, Kessié et Benasser, ont été bons ce soir, mais effectivement, c'est plus dans le 4-2-3-1, les 3 devant qui ont été en dessous et qui ont fait qu'on a raté quand même beaucoup d'occasions et qu'on n'arrivait pas à trouver, notamment Ibrahimovic. Oui, et puis je pensais par exemple à Çalhanoğlu, qu'on a vu un petit peu moins que précédemment, que les semaines précédentes, qu'on avait du mal à trouver, que je trouvais Oui, assez tout à absent. fait. Dans les 3, Ouais, dans voilà, le donc 4-2-3-1, quand je dis les milieux, milieux, je suis global, et surtout, c'est pas la prestation individuelle tant que ça, je pense à la liaison milieu-attaque, c'est-à-dire à la capacité à provoquer des occasions, à se procurer des occasions. Et c'est vrai que globalement, si j'analyse les faits de jeu, il n'y a pas grand-chose côté milanais non plus. On gagne, c'est justifié, on est meilleur que très bien, mais on a été meilleur que ça, même la semaine dernière, lors du fameux match nul contre la Roma, on était meilleur que ça offensivement. Bon, on va peut-être passer au top, et justement, on parlait des individualités, donc Roland, c'est à toi. Alors, au rayon des tops, j'ai pas trouvé qu'il y avait eu de joueurs excessivement bons aujourd'hui ou particulièrement intéressants, à part effectivement les deux milieux de terrain, Benasser et Kessié. En troisième place, moi, je vais peut-être mettre Calabria,
que j'ai trouvé encore une fois assez solide, alors que cette fois-ci, il n'a pas pu trop compter sur son collègue du couloir, Saelmakers, qui était très en retrait, lui, par rapport à d'habitude. Calabria, qui a à nouveau été solide, qui a fait le boulot, qui s'est pas fait trop embêter par Deulofeu. Donc, assez content de sa prestation. Et puis pour les 2 premières places, déjà pour la 2e place, je vais mettre Caissier qui trouve en plus l'ouverture du score sur une superbe frappe juste en dessous de la barre, ou qui touche la barre, non plutôt. Sur laquelle Benasser est impliqué, parce que c'est lui qui lance Zlatan, Ah oui, très belle oui. transversale, et le but est magnifique. Ouais, c'est l'exécution de ce but-là, c'est vraiment. Ouais, c'est ce qui peut nous plaire dans le Milan actuellement, c'est que on est plus sur du but un peu, j'allais dire gag, non, peut-être pas, mais on marque sur des actions construites en fait. Et là encore, Caissier est à la finition, donc je suis assez content pour lui parce qu'il fait, c'est un de nos meilleurs éléments depuis le début de la saison. Il est vraiment impressionnant, il joue dans un registre qu'on lui avait pas vu depuis qu'il est arrivé au Milan, faut le dire. Et c'est sans doute celui qui est le plus constant. Même Benasser, que je mets donc en première place, a eu parfois des matchs un peu plus compliqués. Mais aujourd'hui, il était sur sa lancée du match de jeudi soir où il avait été vraiment, il avait vraiment été très bon. Bon, c'était certes le Sparta Prague en face, mais il avait fait une prestation qui était vraiment excellente. Et aujourd'hui, je l'ai trouvé encore, c'est notre organisateur du jeu, hein, clairement. Son sens de la passe, son sens de l'anticipation, même au duel, il est intéressant, il est intelligent. Donc moi, je persiste à dire que c'est encore une affaire, une très belle affaire de Maldini quand on a pu le recruter, ce joueur-là. J'ai été assez surpris, il faut dire, de sa sortie à la 60e minute, si je me souviens bien. Il sort très tôt aujourd'hui, alors que pour moi, il était indispensable dans l'équipe à ce moment-là. Il est remplacé par Tonali, qui a fait une entrée nettement plus intéressante que ce qu'il avait fait précédemment. Mais j'étais un peu déçu de voir Benasser sorti, mais en tout cas, c'est pour moi le meilleur joueur aujourd'hui. Aristide. J'ai eu du mal à faire mon top et comme d'habitude MJ, il y a il y a pas mal de joueurs. Ouais, tu vas nous faire toute la liste encore, vas-y. Pour ton C'est revue bon d'effectifs plaisir. intégrale avec Aristide à chaque fois. Eh oui, mais ça fait des années qu'on mettait dans les flops au moins 4, 5, 6 joueurs pour une fois on peut faire une bonne saison, honorons les bons joueurs. Mais alors du coup, j'ai mis en mention honorable, j'ai mis quelques joueurs, notamment Leao, que j'ai trouvé très intéressant en première mi-temps notamment. Puisque ça y est, il se met à faire des retours défensifs, il se met à presser. Je l'ai pas du tout trouvé nonchalant, ce qui est assez rare avec Leao. Donc vraiment, je trouve qu'il est sur la bonne voie, Raphaël Leao. Ouais, surtout pendant la première demi-heure, parce qu'après on l'a plus trop vu. Alors après on l'a plus trop vu, mais à l'image de toute l'équipe. Mm. Après, franchement, l'Udinese a pris le pas et effectivement, Leao on l'a plus vu, mais c'est pour ça que j'ai pas pu le mettre plus haut d'ailleurs. Mais en effet, hein, en seconde mi-temps, de toute façon, Milan était surtout au début de la seconde mi-temps était quand même assez apathique. Et donc Leao mention honorable. J'ai bien aimé la rentrée de Tonali, comme l'a dit Roland. J'ai trouvé assez moyen contre le Celtic, Slavia Prague ce jeudi dernier. Donc là, il a fait une bonne entrée. J'ai trouvé intéressant. Je trouvais qu'il jouait vers l'avant. Alors qu'il a tendance, je trouvais qu'il jouait un peu avec le frein à main depuis qu'il était arrivé au Milan, et là je l'ai vu prendre des initiatives, donc c'est toujours bon à prendre. En troisième place, Roland a tout dit sur Caissier, qui pour moi notre meilleur joueur depuis ce début de saison. En seconde position, j'ai mis Calabria qui enchaîne les bonnes performances. J'ai noté beaucoup de récupérations à la 25e, 37e, 42e. Vraiment, Calabria a muselé Deulofeu sur son côté, donc j'ai trouvé ça très bien. Et enfin, en première position, j'ai mis Ibrahimovic. Pourquoi Ibrahimovic? Ah, pas Benasser. Tout simplement. Non, pas du tout. Non, Benasser, je l'ai trouvé bien aussi, mais je trouvais il a perdu quelques ballons en première mi-temps. C'est vrai. Je l'ai trouvé bien, mais j'avoue que j'ai préféré Caissier en fait au même poste. Après, Zlatan puis, fait un comme j'ai but, déjà une passe beaucoup de D, top, donc bon. Bah, en fait, Zlatan, pour être honnête, je pense que s'il avait pas mis ce deuxième but, je sais pas si je l'aurais mis dans mes tops tout court. Parce qu'en finalement, en fait, il a pas pesé en deuxième mi-temps. C'est pour ça que notre jeu s'est un peu déréglé pour moi. Non, mais il donne la C'est que victoire. Zlatan a Il fait le beaucoup score. moins. Voilà, c'est ça. Zlatan a moins pesé sur les défenses, mais par contre, il donne la victoire d'un but en soliste, comme il sait le faire, une superbe retournée. Et finalement, ça fait, comme tu l'as dit, hein, une passe D, un but. Et sans ce match, on le gagne pas. Donc c'est pour moi, ce but vaut 3 points. Donc c'est Zlatan top 1. On passe au flop, Roland. Alors les flops, je pense qu'il y a un peu plus de choses à dire, même s'il y a des joueurs qui ont été globalement
moyen ou assez discret comme Leao typiquement. Que c'est vrai que quand il est sorti, Leao, j'avais presque oublié qu'il était toujours sur le terrain. Mais c'est vrai que je salue aussi, à l'instar d'Aristide, ces efforts défensifs qui sont assez rares pour être soulignés. Mais dans mes flops, alors j'ai un peu de mal sur l'ordre, mais on va dire qu'en troisième place, je vais mettre Hernandez. Ça fait quelque temps qu'il est, je pense, pas dans une très bonne phase. Il est pas aussi tranchant, il est un peu. Parfois, j'ai l'impression qu'il est un peu endormi en fait. Il semble un peu laxiste en défense. Il est toujours à ses limites dans l'alignement notamment. Et même devant, il est moins précis. Alors, il court moins aussi, mais il faut reconnaître que bon, ça fait plus d'un an maintenant qu'il est titulaire, indiscutable. Alors certes, il a tourné jeudi dernier, mais voilà, je suis pas convaincu par Hernandez ces derniers temps, et le match qu'il fait aujourd'hui ne va pas me rassurer là-dessus. Alors, est-ce qu'il a besoin de se reposer? Je sais pas. Il y a bientôt la trêve internationale, donc ça pourrait lui être bénéfique. Deuxième et première place, j'hésite beaucoup. C'est vrai qu'il y a un moment, j'aurais pu citer Ibrahimovic aussi. Alors bon, Ibrahimovic met un but qui nous permet d'accrocher la victoire, et puis la passe décisive sur le premier but aussi. Mais je l'ai pas trouvé très inspiré aujourd'hui. Je le trouverais très pâteau, très emprunté. Mais je vais pas le. Donc bon, avec ses stats, on peut pas le mettre dans le flop évidemment. Mais le duel, ça va se faire entre Romagnoli et Çalhanoğlu. Romagnoli, comme Kier, comme Donnarumma, on les a quasiment pas vus du match. Ils ont eu très peu de choses à faire, j'ai trouvé, de vraiment décisives. Et en fin de compte, la seule fois où on voit Romagnoli, c'est pour un penalty qui est complètement logique, mais qui est une faute très, très bête et évitable. Alors, va vraiment falloir qu'il se reprenne. Bon, après, l'avantage pour lui, c'est que la concurrence en défense centrale est quasi inexistante. Duarte, bon, on ne sait pas trop ce que ça vaut. Gabia, c'est quand même moins expérimenté, pas non plus une assurance tout risque. Donc, pas de concurrence pour Romagnoli pour l'instant, mais il va falloir qu'il se reprenne. Certes, il revient de blessure, mais là, ce genre de faute où l'attaquant part vers l'extérieur, il n'y a absolument pas lieu de faire le tacle à ce moment-là. Donc, il va falloir qu'il se reprenne rapidement. Et donc, cette première place partagée, je la mets avec Çalhanoğlu. J'ai presque l'impression qu'on a joué à 10 en fait avec lui toute la rencontre. Pareil un peu que pour Hernandez, ça fait quelques temps que je le trouve un peu emprunté. Il est plus dans le bon tempo, il est plus dans le rythme. Et j'ai même trouvé qu'aujourd'hui il avait une attitude assez agaçante. Alors on a souvent parlé de l'attitude notamment de Leao par exemple. Mais Çalhanoğlu se prend de plus en plus pour un peu Ibrahimovic, j'ai l'impression. Mais c'est compliqué avec son niveau de jeu d'avoir une telle exigence envers ses coéquipiers, pardon. Pas dans le bon tempo, pas aussi pas meneur de jeu en fait. J'ai l'impression que si on l'enlève lui, il y a moins de risques pour le jeu du Milan que d'enlever Bennacer par exemple. Ah, certainement. Et aujourd'hui, enfin, j'ai trouvé, voilà, c'était pas dans le bon rythme. Il y a plusieurs fois où il a essayé de créer des décalages, mais soit la balle était trop molle et était interceptée, soit c'était trop long, ça finissait en touche ou en remise pour le gardien de l'Udinese. Donc pas la folie aujourd'hui. Donc je n'ai pas réussi à départager les deux. Romagnoli fait une grosse erreur qui nous plombe le match presque, et Çalhanoğlu qui a été mauvais tout au long de la rencontre. Donc voilà. Petite question sur Romagnoli, Aristide, tu pourras répondre si tu veux, mais je me demande si sa baisse de niveau ne coïncide pas avec le moment où il a pris le brassard. Je me demande s'il n'y a pas la pression du capitanat. Quand Montolivo est parti, finalement il est devenu capitaine officiel. C'est vrai que bon, Romagnoli n'a peut-être pas la stature, je parle pas footballistique, hein, mais je parle psychologiquement. Je me demande s'il est fait pour être capitaine, je suis pas certain. Hein, alors qu'avant, enfin, ces 3 premières années, on va rappeler qu'il était excellent au Milan. Et qu'il a marqué le pas un peu la saison dernière. Bon là il s'est blessé durablement, donc c'est vrai qu'il a un petit peu de mal à revenir. Ce qui me dérange toujours un petit peu, c'est quand on essaye de faire passer le niveau actuel de Romagnoli pour son niveau réel en oubliant tout ce qu'il a fait avant. Ça me rappelle quand Ambrosini revenait de blessure à sa grande époque. On oubliait qui était Ambrosini, on disait ah bah il revient de blessure. Enfin non, on nous disait pas qu'il revenait de blessure, on essayait de passer ça sous silence. On se disait bah regardez il est nul. Bah non, il y avait un petit peu de temps d'adaptation, de se remettre dans le rythme, etc. Il finissait par ensuite mettre tout le monde d'accord. Bon, on espère que Romagnoli va reprendre du poil de la bête et retrouver son niveau ne serait-ce que d'il y a
18 mois parce qu'il était très bon, et s'il retrouvait ce niveau-là, bah, il avait une telle sérénité, une telle aisance et une telle marge par rapport à ses coéquipiers que là, il n'y aura plus débat. Aristippe. Je vais reprendre un peu ta question sur Romagnoli. Alors personnellement, et je sais que ça va peut-être pas plaire à certains, mais je me demande si on n'a pas un peu trop surévalué le niveau de Romagnoli ces dernières années. À 3 ans, c'est je pas coupe rien. court tout de suite. Alors, je coupe court tout de suite, justement. Je dis pas qu'il a été juste moyen ou ne serait-ce que bon et puis là, il est en délicatesse. Je dis juste que peut-être qu'on l'a dans ce néant de Milan AC qui a été le Milan depuis 2015, 2016, 2017, 2018, etc. Là où il a été excellent. Voilà, il y avait tellement un néant à côté avec des joueurs mais horribles. Je me demande si voilà, le seul joueur finalement qui joue au football et oui qui était bon défensivement, c'était Romagnoli. Eh ben on a peut-être un peu voilà. Puis en plus il est italien, il est arrivé de la Roma. Peut-être que voilà, on l'a un peu, je pense. Je dirais surévalué, mais naturellement parce que c'est humain, parce que dès qu'on aime un joueur, dès que c'est un Italien qui arrive au Milan AC, surtout un Italien, et il est jeune, il suffit qu'il fasse quelques bonnes choses et c'est très bien. Il a fait ça pendant 3 ans. Il a fait ça pendant 3 ans. Bah oui, mais c'est pas quelques bonnes choses. Quand il bloque Higuain, quand il bloque tous les adversaires de la Serie A, les plus grands attaquants de la Serie A, c'est pas rien quand même. Oui, non, c'est pas rien. Mais ah je bah dis oui. juste que comme à côté on n'avait aucun footballeur, mais voilà, ça n'enlève rien. Bah, ça n'enlève que, enfin, peut-être que son niveau, je pense, a été un peu surévalué pendant des années. Alors, ça explique pas le fait, effectivement, il a un peu plus de mal aujourd'hui, mais enfin, Romagnoli n'a jamais été dans le top 5 des meilleurs défenseurs centraux du monde, ne serait-ce que même pas le top 10 ou 15. Hein. Donc, pour moi, oui, il est un peu en délicatesse depuis un an et demi, mais j'ai jamais trouvé Romagnoli non plus incroyable. Enfin, excusez-moi, mais je l'ai jamais trouvé incroyable. Quand il jouait avec Bonucci à ses côtés, il était meilleur que Bonucci et ça tout le monde le disait. Oui, mais voilà. Ah bah oui. Mais regarde le niveau de Bonucci quand il était avec nous. C'était une catastrophe. En deuxième partie de saison, c'était mieux. Hein. Mais ouais, non, je suis d'accord avec toi sur le. On est tous d'accord sur le fait qu'il marque le pas depuis 18 mois. Ça, personne dira le contraire. C'est évident, ça saute aux yeux. Bon, mais faut pas oublier ce qu'il a fait avant. Et je trouve que relativiser, parce qu'il y a la, comment dire, le truc de la mémoire, comme à chaque fois, c'est-à-dire que comme ça commence à dater, on fait semblant d'avoir un petit peu oublié. Ça me dérange un. Alors c'est ton avis, je le respecte bien sûr, mais ça me dérange un petit peu parce que les prestations, elles étaient là. Et quel que fût le niveau de ses coéquipiers, je suis désolé, c'était lui qui bloquait les attaquants, c'était lui qui faisait les interventions décisives, c'était lui qui systématiquement nous permettait de grappiller quelques points. Et je rappelle qu'on a fini également, comme l'année dernière, 6ème et même 5ème avec Romagnoli sur le terrain à son niveau, c'est-à-dire qui faisait finalement, il nous permettait aussi lui à une époque où l'effectif était moins bon d'atteindre ces places-là qu'on atteint péniblement. J'entends bien MJ, hein, mais bah oui. Alors pour terminer en une phrase, j'ai toujours trouvé Romagnoli était un bon joueur, voire sur quelques matchs un très bon joueur, mais moi je l'ai jamais placé à un niveau exceptionnel comme certaines personnes pouvaient le placer il y a encore quelques années. Pas de Ligue des Champions. Pour moi ça. Non, bien sûr, mais pour moi, ça reste un bon joueur. Mais oui, bon, enfin, on peut pas. Certains disaient, même il y a encore un an, Romagnoli, c'est l'un des top défenseurs au monde, etc. Alors que, oui, c'est un bon. Comment ? Un des tops en Italie. Ouais, mais encore faut-il qu'il s'impose en nationalé, ce qui est même pas le cas. Donc c'est honnêtement, moi j'ai toujours trouvé que c'était un bon joueur. Ça n'en a rien à ce qu'il a fait, mais ça sera pour moi jamais un top défenseur mondial. Donc déjà, c'est coincé. Sa carrière est finie pour toi. Je dis pas que sa carrière est finie, je trouve qu'il a pas progressé ces dernières saisons. Mais non, on n'arrête pas de le dire. Mais je veux dire, c'est pas parce qu'il a pas progressé. Il a pas 35 ans, Romagnoli, sa carrière n'est pas terminée quand même. Bien sûr. On en a vu d'autres. Mais pour moi, il l'est pas. Alors peut-être qu'il viendra, mais j'y crois pas, honnêtement. Aujourd'hui, non. Crois pas des masses. Pour moi, ce sera toujours un bon joueur, une valeur sûre du Milan, peut-être ou peut-être ailleurs, mais ce sera jamais un top mondial. Je peux me tromper, mais je crois pas. J'y crois pas. Alors je te pose une question et après Roland réagira, tu pourras donner ton flop. Mais ce qu'il a fait pendant ses 3 premières années au Milan, pour toi, c'était juste un bon joueur? Pour moi, c'était un bon joueur. C'était le meilleur joueur qu'on avait à ce moment-là. Pour moi, c'était le meilleur défenseur de Serie A derrière Bonucci et Chiellini. Voilà ce que je te dis. Sur les 3 premières années, et Barzagli, oui bien sûr, mais Barzagli qui était sur la fin. Voilà, c'était le meilleur défenseur de Serie A derrière ces deux-là. Voilà, et très clairement, j'ai aucune difficulté à le dire puisque on a été ici tous. Alors je sais pas si tu participais déjà aux émissions à cette époque-là, mais on l'a tous mis quasiment top 1 à chaque match. Hein. Il y a pas que nous, il y avait tout le monde, et y compris face à la Juve, y compris face à l'Inter, etc. Je veux dire, alors ça lui arrivait de temps en temps de passer à côté, mais c'était rarissime. Donc pour toi, les 3 premières années, c'est juste bien. On mettait dans les tops, oui. C'est pas mieux que bien. Dans les tops de Milan. C'est pas mieux que. C'est pas mieux que bien les 3 premières années de Romagnoli au Milan. Alors si, alors attends, c'est bien pour un défenseur central. Mais effectivement, dans ce Milan-là, dans ce Milan 2015-2018, c'était le meilleur, c'était excellent. Mais ça restait
un Milan super faible. Et oui, on mettait dans le top. Alors, je participais pas aux émissions, pardon, à l'époque, mais moi aussi, c'était dans mes tops. C'est juste que je pense que certains l'ont vu. Enfin, trop beau. C'est un bon joueur, ça restera toujours un bon joueur, mais c'est pas une référence. Ça le sera peut-être, mais c'est pas aujourd'hui une référence. Et je pense qu'on le voyait tellement beau dans ce néant footballistique qu'était le Milan. Et effectivement, il méritait sa place de premier du top, puisqu'il y avait personne à côté, quoi. Il y avait Gabriel Paletta qui revit aujourd'hui, mais enfin qui revivait à un moment, mais qui était à la ramasse. On avait quand Non, même des mauvais Paletta défenseurs n'était pas centraux à mauvais au l'époque aussi, des Milan. constants, etc. C'était Paletta compliqué. n'était pas mauvais au Milan. Paletta nous a sorti une bonne saison au Milan. Non, je suis pas totalement d'accord. Enfin bon, chacun son opinion, il y a pas de problème. Mais Roland veut réagir et après du coup tu donneras ton flop. Vas-y Roland. Oui, je voulais réagir par rapport à ce que disait Aristide. Alors, moi, je suis assez surpris de ce que dit Aristide. Je ne crois pas qu'on ait présenté, je dis vraiment on, pour la Formule 1 personnelle, hein. Je ne crois pas qu'on ait présenté un jour comme Romagnoli comme un des meilleurs défenseurs au monde. Il me semble pas l'avoir vu, que ce soit dans la presse ou même sur notre forum ou dans nos émissions passées. Il y a un point où je suis d'accord, en l'occurrence, c'est que si Romagnoli a été notre meilleur joueur des dernières saisons, depuis son arrivée en 2015, c'est ça? Ça a été le meilleur joueur du Milan sur la période avec Donnarumma, ça, je pense qu'il n'y a personne qui pourra le contester. Mais effectivement, il y a quelque chose qui ne va pas avec lui, c'est que pour l'instant, il n'a pas progressé. Il C'est y a vrai, eu c'est vrai. la saison, il y a eu la saison 2017-2018 où il était avec Bonucci. La première partie de saison, c'est lui qui est le meilleur, même sur la deuxième partie de saison. Mais Bonucci avait retrouvé un peu de son niveau. Il faut quand même le reconnaître. Et ensuite, donc c'est le 2018, c'est le moment où on passe. Oui, c'est ça, où les Chinois partent, Elliott arrive, c'est un peu le marasme. Romagnoli prolonge à ce moment-là, alors que le club était à la limite de la faillite. Récupère le brassard et la saison 2018-2019 de Romagnoli est très aboutie et c'est le meilleur joueur du Milan. D'ailleurs, on en avait parlé dans l'émission bilan de l'époque, on avait parlé de la charnière Musacchio-Romagnoli. Ça vaut aussi pour Musacchio qui a été très décrié ensuite alors que ça a été un défenseur très correct chez nous. Oui, donc il a été bon avec le brassard une année. Donc il a déjà été bon avec le brassard une année, donc là je suis pas forcément d'accord avec ce que tu disais MJ Hmm. précédemment, enfin tu posais la question en tout cas. Non mais c'est bien de le Et, rappeler. euh, et ouais, en fait je pense que c'est... Alors c'est pas Ibrahimovic. Est-ce que je pense que Ibrahimovic doit être capitaine du Milan? Non, parce que c'est pas une personnalité pour moi qui doit être capitaine. Ibrahimovic c'est un leader, c'est une gueule, c'est un leader technique, mais est-ce que c'est un profil qui doit être capitaine? Moi j'en suis pas convaincu. Le brassard de Romagnoli peut poser question, notamment par rapport à son niveau sportif. Mais à l'heure actuelle, effectivement, Romagnoli n'a pas progressé depuis, en tout cas pas la saison passée. La saison passée, on attendait que ça soit la confirmation, en fait, de sa bonne Hmm. saison avec le C'est brassard, de vrai. sa bonne saison en tant que vrai étendard de la défense du Milan, parce qu'avant ça, c'était le petit jeune qui arrivait. Après, il y a eu Bonucci qui était à côté de lui, donc tout le monde parlait de Bonucci, s'intéressait à Bonucci. Lui, à côté, il faisait son petit bonhomme de chemin. La première saison de Romagnoli en tant que capitaine et vrai leader de la défense du Milan, bah, elle a été très réussie, très bonne. Et je pense qu'effectivement, Romagnoli, à ce moment-là, était un des meilleurs défenseurs centraux de Serie A, avec ceux qui ont été cités, hein, Bonucci, Chiellini, même De Vrij, par exemple, à l'Inter, ou à la Lazio. Mais la saison passée, il n'a pas confirmé. Donc, bon, j'attends de voir, en effet, par rapport à cet exercice qui a commencé récemment, où il a loupé le début de la saison. Son match de reprise, ça a été contre l'Inter. Et j'avais pas fait l'émission, si je me souviens bien. Et contrairement à ce que j'avais pu entendre ou ce que j'avais pu lire à gauche à droite, alors Romagnoli n'avait pas été bon en deuxième. Il avait souffert physiquement. C'était sans conteste, bien sûr. Mais la première période de Romagnoli avait pour moi été bonne. Et je me disais, bon, bah, on va pouvoir construire un peu là-dessus. Mais le fait est que contre la Roma, il a encore été assez emprunté. Et aujourd'hui, j'exagère, mais il a eu une intervention à faire aujourd'hui et il l'a mal faite. Mais ça c'est Donc, indéniable Roland. effectivement, on peut se poser la question enfin, on peut mettre en question le début de saison de Romagnoli. Mais bon, ça fait 3 matchs qu'il est là. Il revient de blessure. Et puis, de toute façon, on n'a personne d'autre à mettre à la place. Donc, et puis j'ai du mal à imaginer qu'on puisse le rejeter comme ça après 3 matchs.
Donc attendons de voir, mais en tout cas aujourd'hui, ça a clairement été un des points faibles de l'équipe il nous met dedans dès le début de la deuxième période. Certes, mais moi tout ce que je veux dire simplement, c'est que si effectivement il ne progressait pas, ce que personne ne peut dire aujourd'hui, hein, il n'a pas progressé certes, mais rien ne dit qu'il ne progressera pas ensuite. Mais s'il ne progressait pas, mais simplement s'il retrouvait son niveau de 2018-2019, meilleur joueur du Milan et l'un des tout meilleurs défenseurs de Serie A, je pense que tout le monde serait très heureux et qu'en réalité on n'irait pas lui chercher des noises et qu'on arrêterait de le faire passer pour un peintre qu'il n'est pas. Ouais, Donc ça c'est quand même je suis intéressant de le complètement d'accord. rappeler parce qu'il y a quand même une marge entre dire c'est le meilleur défenseur du monde et dire que c'est une merde qu'il faut virer à tout prix. Bon, hein, parce qu'il y en a qui se lâchent un petit peu sur lui, je trouve ça un peu dommage parce qu'il faut rappeler les circonstances quand même. Trois très bonnes saisons, même une excellente saison du coup, hein. Une saison en demi-teinte la saison dernière, il n'a pas été nullissime non plus, faut pas déconner. Et là il revient de blessure, longue blessure, il a du mal à revenir. Attendons un petit peu quand même. Il est juste en revanche de critiquer ses prestations quand elles sont mauvaises et elles le sont en ce moment. Bon Aristide, on n'a pas entendu ton flop du coup. Ah oui. Du coup, sur mon flop, j'ai trouvé que deux joueurs en flop. Alors, pareil que Roland, j'ai mis Romagnoli et Akan. Alors, j'ai longtemps hésité avec l'ordre. J'ai quand même mis en deuxième Romagnoli, pour tout ce que vous avez dit et ce qu'on dit depuis tout à l'heure. Et Akan en première position du flop, parce que enfin, ça y est, il a retrouvé ses crampons pardon, glissants de 2017-2018. J'ai noté 4 ou 5 glissades tout seul, quoi. Ouais, 10, c'est vrai, 31e. c'est vrai. J'ai noté toutes les glissades de Hakan Çalhanoğlu, mais c'était catastrophique aujourd'hui. Les passes ratées en veux-tu en voilà. Quelques bonnes récupérations, notamment en première mi-temps, il redescendait très vite. Donc des récupérations plutôt côté milieu de terrain milanais, mais à part ça, il a tout raté, quoi. Donc Roland a dit, il avait joué un peu à contresens, c'est un peu l'idée. Donc voilà, Hakan premier du flop. Et je voulais juste rebondir sur ce que disait Roland sur Théo Hernandez. Alors, je le trouve un peu dur avec Théo, même si je comprends tout à fait l'idée. Roland a émis ses arguments sur effectivement l'enchaînement des matchs, etc. Je voulais juste rajouter quelque chose sur l'analyse qu'a fait Roland. Je pense que la baisse de régime de Théo Hernandez coïncide aussi pour moi avec la titularisation de Leao sur l'aile gauche. Très Je clairement. m'explique. Très clairement, je suis d'accord. Depuis la blessure de Rebic, alors déjà Théo Hernandez et Rebic, ils s'entendent très très bien footballistiquement, et ce depuis le début, hein. On n'a pas attendu 3-4 matchs pour qu'il y ait des redoublements de passes, des appels, des 1-2 entre les deux joueurs. Ils s'entendent très bien footballistiquement. Rebic fait beaucoup d'efforts défensifs, ce que Leao ne fait pas aujourd'hui, du moins ne faisait pas jusqu'à les 15 minutes qu'il a fait aujourd'hui. Et du coup, ça pousse aussi Théo Hernandez à plus défendre et moins attaquer. Alors, ça justifie pas le fait que quand il rate une passe, ça a rien à voir avec le positionnement parfois de Leao. Mais voilà, je tenais juste à préciser qu'effectivement, sans Rebic, Théo Hernandez est peut-être un peu moins tourné vers l'offensive, doit un peu plus faire gaffe parce que Léo ne revient pas défendre, et surtout footballistiquement ça combine beaucoup moins entre les deux. Et d'ailleurs vous l'aurez remarqué qu'à partir de la 70e, quand Rebic est rentré, au bout de 2 minutes il y a déjà eu un 1-2 entre Hernandez et Rebic, et que d'ailleurs Hernandez a centré 3 fois en tout entre la 70 et la 90e, alors qu'il avait fait un seul centre contré jusqu'à la 70e avec Leao. Et d'ailleurs Calabria, juste pour terminer, il en bénéficie aussi parce que depuis que Sailmaker est à droite, à la place de Castillero, Calabria fait aussi de meilleures performances. Alors ça coïncide aussi, dans le sens où Sailmakers fait des retours défensifs bien plus intéressants et va souvent aider Calabria défensivement, ce que ne fait pas Castillero qui ne revient pas défendre. Donc voilà, c'est juste pour resituer un peu je dirais ce point de vue un peu tactique des efforts des ailiers sur les performances et de l'incidence sur les performances de nos défenseurs latéraux. Très juste, on passe donc au mot de la fin avec Roland. Je reprends un peu ce que je disais en début d'émission, c'est que je ne voyais pas conserver ce rythme-là sur ce début de saison. Donc je suis agréablement surpris. Je parlais tout à l'heure du fameux pessimisme à la sauce Casamignan qu'on nous reproche assez souvent. Enfin, c'est l'expérience qui parle, hein. Oui, voilà, je pense que c'était surtout ça, c'était surtout du réalisme, comme je le dis à chaque fois. Pour l'instant, moi j'ai retrouvé un peu de plaisir à regarder les matchs du Milan. Ça faisait quelques temps que c'était presque par devoir. Alors j'avais pas cessé d'être supporter, loin de là. Mais maintenant, oui, j'attends un peu avec impatience le match d'après. Et finalement, c'est bon pour le moral, si on peut dire ça comme ça. Ça fait plaisir. Et puis bon, l'atmosphère autour du club est nettement plus détendu. C'est dans la lignée de ce qu'on disait lors de l'émission de pré-saison, où
la non-venue de Rangnick qui avait finalement permis peut-être au Milan de gagner en stabilité. Et la stabilité est ô combien importante dans un club comme le nôtre et de manière générale dans un club de foot. C'est tout bénef pour tout le monde. Et j'espère simplement que ça va durer et qu'on va pouvoir prendre du plaisir comme ça encore quelques temps. Je crains malheureusement que ça ne dure pas longtemps dès lors qu'il y aura des questions de prolongation de contrat. Je crois que vous en aviez parlé lors de la dernière émission. Ah ouais. Quand il va falloir savoir qui prolonge, qui part, quel salaire, ainsi de suite. Alors on parlait de Donnarumma, je crois qu'il y a aussi Çalhanoğlu dans le coup qui est en fin de contrat en 2021, qui apparemment, d'après ce qui est sorti vaguement dans la presse cette semaine, alors je me souviens plus de quel média annonçait ça, donc peut-être qu'il faut se méfier, mais semble-t-il que Çalhanoğlu avait des attentes de salaire relativement stratosphériques, peut-être pas autant que Donnarumma, mais peut-être pas loin d'Ibrahimovic. Donc pour l'instant, on n'est pas encore dans ce marasme-là, donc profitons-en et on verra en janvier. Voilà. Petite question subsidiaire, vas-tu acheter le maillot bleu? Hors de question. Hors de question. Je trouvais que là, c'était vraiment la totale. Aujourd'hui, on avait le match à Udine qui est... Alors, ça, c'est un point de vue personnel, mais l'Udinese, c'est une équipe que je hais presque, que je n'aime pas particulièrement. Les joueurs, la façon de jouer, la façon de faire, tous les ans, enfin bref. C'est régulier avec cette équipe. Udine, l'horaire et le maillot bleu, là, c'était un peu trop pour moi et finalement, je suis content qu'on s'en sorte bien. Mais non, le maillot bleu, je ne prendrai pas ce maillot bleu-là, non, loin de là. Moi je t'avouerais que la couleur me déplaît pas, mais c'est pas Milan quoi. C'est juste pas Milan, ça n'a rien à voir avec notre club. C'est Alors je ça. sais qu'en 96 on en avait eu un comme ça, j'avais acheté celui de Baggio d'ailleurs, mais ça n'a rien à voir avec le club, donc je sais pas où ils vont Oui, chercher non, ces et couleurs. Mais puis, bon. semble-t-il, enfin, Puma justifiait ce maillot par un hommage à Milan, capitale de la mode. Si c'est tout ce qu'on retient de la mode milanaise, c'est un truc couleur canard WC, je trouve ça pas Non fou, mais mais turquoise, voilà, bon ouais bon. c'est Ouais, personnel, ouais, mais voilà. après ça les goûts, les couleurs, chacun son truc, mais j'avoue que Bien sûr. on aime bien quand même que le maillot représente un minimum quand même le club et son histoire. Bon Aristide, allez, quel est ton mot de la fin? J'avais 2 mots de la fin très courts. Le premier, c'est que j'ai remarqué dernièrement que c'est Ibrahimovic qui tirait absolument tous les coups francs, que ce soit direct ou indirect, ainsi que les pénaltys. Ça me pose un peu problème parce qu'effectivement, même si c'est le leader de l'équipe, comme vous l'avez dit, finalement les pénaltys, il en rate pas mal, hein, faut se l'avouer, parce que bon, il y a aussi des pénaltys qu'il arrive à mettre. Je dirais pas En par deux temps? chance, parce qu'il n'y a jamais de chance, mais en 2 temps, tout à fait. Et voilà, il en a encore raté un jeudi. Voilà, je me demande si Kessié, qui a raté un seul penalty sur ses peut-être les 12 ou 13 tentés en 3 ans, ne serait pas plus adapté pour tirer les pénaux. Et pareil pour les coups francs, alors qu'Akan commence à bien tirer tout ce qui est coups francs et corner, pourquoi on le met pas, Quand il glisse pas. quand il glisse pas comme aujourd'hui. Effectivement, je viens de voir le message de Roland sur le coup franc, c'était assez ridicule en effet. Mais en plus, ça nous prive, même en plus Akan les tire bien de 1 et en Mais plus même Tonali sait très bien les tirer, il a pas le droit, hein, il accède pas au ballon. Hein. ah bah Tonali l'année dernière, vous vous rappelez le but qu'il a mis sur le coup franc complètement en angle fermé là Ouais. de 25 mètres, c'était magnifique. Mais en plus voilà, le problème quand Ibra les tire, c'est que ça nous prive de quelqu'un qui pèse sur les défenses sur ses coups francs. Donc c'est un peu à double peine. Donc c'est un peu, je trouve ça un peu dommage. Et mon deuxième mot de la fin, ça va être très rapide, c'est pour revenir sur ce qui s'est passé en Ligue des Champions cette semaine. Voilà, donc avec les quatre, évidemment les 4 équipes italiennes ont joué, donc on est quand même à 3 sur 12 malheureusement. La Lazio a fait match nul contre le FC Bruges, l'Atalanta a fait match nul contre l'Ajax, l'Inter a fait aussi match nul 0-0, triste match, et la Juve a perdu. Voilà, vivement qu'on revienne, s'il vous plaît, en Champions League, qu'importe si on est quatrième, même ça nous irait très bien, hein, comme on a vu en début de saison. Donc vivement qu'on revienne en Champions League, parce que franchement, encore Lazio Atalanta, bon ils sont assez novices, mais l'Inter, j'ai vu tous leurs matchs de Champions jusqu'ici, franchement c'est très poussif, ils sont à 2 matchs nuls, ils sont troisième de leur groupe alors que le Real est quatrième, donc ils n'ont pas encore joué le Real, et honnêtement ça va être assez compliqué pour eux de se qualifier. J'en ai vraiment marre des performances des clubs italiens ces dernières années en Champions ou en Europa League. Je trouve que
que l'attitude est souvent la mauvaise, enfin n'est pas la bonne dans le sens où ils arrivent pas le couteau entre les dents et je trouve ça vraiment Mais nous regrettable. sommes un petit championnat, je me tue à vous le dire. L'Italie, la Serie A est devenue un petit championnat avec les équipes de deuxième partie de tableau qui sont des toutes petites équipes vraiment très très faibles et des ténors qui sont pas extraordinaires. Et même la Juve à l'heure actuelle, on va pas revenir dessus, mais c'est vrai que c'est vraiment pas terrible. Bon moi, Avec mauvais, je, ouais, c'est compliqué. je serais bien tenté de parler de ce qui s'est passé sur Instagram depuis quelques heures, mais je vais m'abstenir. Mais on va se retrouver probablement jeudi soir. D'ailleurs en général on fait pas l'Europa League, en tout cas pas avant les tours décisifs. Si jamais on y arrive, parce que ça fait quelques années qu'on n'y est pas arrivé, mais là, le match est diffusé sur RMC Story, si je ne m'abuse, puisque c'est Lille, donc a priori on devrait pouvoir faire l'émission, peut-être même le soir même, sinon on se retrouvera dimanche ou lundi, puisque le match contre le Hellas à domicile a lieu à 20h45 dimanche prochain, donc soit on la fera juste après le match, ce qui est peu probable, soit on la fera lundi après-midi. Voilà, bonne semaine à vous, hein, bonne semaine de confinement pour certains, et de travail pour les autres, pour ceux qui doivent y aller, bon courage pour les étudiants également, à très vite, salut! Ciao. Ciao.